Le pervers narcissique. Se réparer après des années sous emprise. Par Calypso Belmondo. Avec la précieuse collaboration de Nathalie Puglia, auteure de Le ver dans la pomme. Le pervers narcissique, émaillé de contradictions, est l'image du PN, mêle celle du prédateur redoutable avec celle de l'enfant vulnérable, et fusionne l'apparence du chevalier protecteur avec celle de la créature féroce. Il peut être un homme ou une femme, un parent, un frère ou une sœur, un fils ou une fille, un ou une collègue, un ou un ami, un ou une supérieure hiérarchique. Il porte différents masques, selon les situations et les individus avec qui il interagit. Ainsi, en abordant la personnalité du PN, il est nécessaire de noter que les descriptions varieront, car il ajuste son discours en fonction de son auditoire. C'est à la fois le tacticien brillant et machiavélique, ainsi que l'individu immature démuni face à la frustration. À la jonction de stratégies rigoureusement conçues et de comportements capricieux, l'égocentrisme se révèle être le point de rassemblement de ces diverses facettes. Le PN occupe en effet une place prépondérante dans son esprit au sein de l'univers, tant pour le bon que pour le mauvais. Soit le monde est son espace de jeu, soit il se ligue contre lui. Dans tous les cas, le pervers narcissique se sent contraint de remplir le vide qu'il éprouve à l'intérieur, pour répondre à son besoin urgent d'être reconnu et validé par autrui. Sa problématique narcissique, issue de son enfance, lui a engendré un déficit sévère d'estime personnelle. Pour empêcher sa psyché de s'écrouler, le manipulateur sentimental fait appel à un mécanisme de défense qui le pousse à rechercher une valorisation par la manipulation des autres. Il dépend de son entourage, tout en demandant à être au centre de son attention, et pour cela, il fait tout pour en prendre le contrôle. Le PN rejette chez les autres la capacité à éprouver des émotions, mais au fond de lui, il remet aussi en question la réalité de sa propre existence. En façonnant un personnage social captivant et sympathique, il désire attirer l'attention de tous afin de se protéger d'une chute dans le vide qui lui fait peur. La ruse et la malveillance des PN sont incompréhensibles pour ceux qui possèdent une perspective psychologique saine et équilibrée. Nous avons tendance à penser connaître les opinions des autres, car nous projetons nos propres modèles de pensée sur eux. Voilà pourquoi son attitude nous apparaît énigmatique, car elle sort complètement de nos critères. Ce même mécanisme façonne également la perception du monde chez le PN. Il appréhende le monde selon sa propre nature, ce qui rend son univers fortement marqué par une hostilité intense. De ce fait, il considère les autres comme des adversaires potentiels, qu'il doit soit éliminer, soit rallier à sa cause. En raison de sa peur d'être découvert, le prédateur affectif se gardera de fréquenter les individus qui montreront trop de soupçons à son encontre et qui ne se prêtent pas aisément à la manipulation. Il utilise les autres pour son propre plaisir. Il s'assure que toutes les personnes qui l'entourent sont totalement captivées par le personnage, ou plutôt par les personnages qu'il a imaginés pour mieux les contrôler. Oscillant entre négation et convoitise, le manipulateur rusé se rassure en détruisant ce qu'il ne possède pas, tout en s'illusionnant de le posséder ou tout du moins de le contrôler. C'est ce que elle a de beau que le PN cherche dans sa victime pour le lui voler, ce elle approprié. Mais est une illusion. La manière dont le PN perçoit sa victime est totalement livrée à l'absence de sentiment. Le fait de ne pas considérer l'autre comme un être sensible limite l'implication émotionnelle et encourage la maltraitance sous diverses formes. La relation toxique n'a pour but que de répondre aux ambitions sadiques et égoïstes du tortionnaire. L'emprise s'installe dès que la manipulation est si intense qu'elle crée l'illusion d'une romance parfaite, poussant ainsi la victime à devenir émotionnellement dépendante. Cette dépendance est la source qui alimente l'ego pathétique du PN, jusqu'à ce qu'elle s'épuise et qu'il se tourne vers une autre source de satisfaction, sans aucun remords. Ainsi, la véritable problématique d'une relation toxique réside dans le fait que la victime ne perçoit pas à quel point elle est en péril. En effet, la manipulation mentale est si intense qu'elle peut anéantir l'estime personnelle et altérer la vision de la réalité. Le narcissisme malfaisant et pathologique devient véritablement préoccupant lorsqu'il est lié à l'un des trois autres traits suivants. Le sadisme, qui se manifeste par le plaisir de causer de la douleur. Le machiavélisme, lié à la manipulation des autres. La psychopathie, caractérisée par une absence d'empathie. Toute possibilité de guérison est alors illusoire. Dans ce cas, la seule alternative, pour ceux qui l'entourent, est de s'éloigner. Sa méthode. Il vise à dépouiller sa victime de sa joie de vivre, de ses rêves, de son identité et de ses amis. Tout est si soigneusement orchestré et discret,
que personne ne s'en rend compte. L'entourage peut également jouer un rôle complice, malgré lui, car il est lui aussi grandement exploité par le PN. Il s'active rapidement pour emprisonner sa proie. En s'assurant que le couple ait un enfant, trouve un appartement ou fonde une entreprise. Il peut facilement lui faire perdre son emploi pour qu'elle soit totalement dépendante de lui sur le plan financier. Il séduit l'entourage de la victime afin de gagner son appui. Ainsi, même si la victime reconnaît les comportements nuisibles de son partenaire, il lui est difficile de s'échapper. Non seulement elle est liée à son bourreau, mais son entourage le soutient, au point qu'elle finit par douter de ses propres ressentis. Néanmoins, elle se trouve enfermée dans une réalité sinistre, où chaque matin, elle se réveille avec une angoisse sourde et une déception évidente imprimée sur son visage. En outre, ses victimes hésitent à s'en aller, car elles se sont acclimatées au mauvais traitement qu'elles reçoivent. Elles ne prennent pas conscience de la situation. D'une manière pernicieuse et inattendue, cela leur offre, à un certain degré, un sentiment de protection, même dans le contexte d'une relation avec un conjoint maltraitant. Ces individus malveillants maîtrisent l'art de tromper leur proie en leur laissant penser qu'ils se soucient d'elles. Ils peuvent donc les placer constamment dans des situations délicates et les en libérer de manière héroïque. Tout ce que ces victimes expérimentent, c'est la maltraitance. À force que on leur crie dessus chaque jour, cela devient une habitude quotidienne. Avec le temps, ces insultes impitoyables ne les affectent plus comme avant. Ces menaces et son attitude agressive ne les atteignent plus vraiment. Cela continue à les anéantir. Cependant, elles réussissent à tout ingérer. C'est la soumission. La victime n'a plus de frisson devant son persécuteur. Mais elle traverse un calvaire intérieur, une destruction de son être. La résignation ne signifie pas l'absence de souffrance. Au contraire, celles-ci sont refoulées et étouffent la personne concernée, elle est rongée de l'intérieur. Elle ne réussit même plus à appeler à l'aide. Les PN savent accorder à leurs victimes juste le bon niveau d'attention pour les garder sous emprise. C'est pourquoi les victimes ne sont pas en mesure de s'en aller. Le PN persiste à leur donner de faux espoirs en promettant un changement. Cependant, cette relation ne peut que se détériorer avec le temps. Et les humiliations, ainsi que d'autres formes de violences psychologiques aboutissent souvent à des violences physiques. Le PN administre une quantité de lui-même, rendant la victime accro. C'est une dépendance, une addiction. Il est une chose essentielle à comprendre. Les PN ne tombent jamais amoureux. Ces individus n'ont pas la capacité d'aimer réellement. Ils sont seulement habiles à feindre l'amour. Voici quelques éléments clés qui aident à mieux saisir leur mode de fonctionnement. C'est sa méthode de prédilection, ce qu'il maîtrise le mieux. Il réussit à convaincre tout son fan club de choses parfaitement fausses. En réalité, la personne narcissique souffre d'une estime de soi très faible, de nombreuses craintes et de profondes vulnérabilités, des faiblesses qu'il ne supporte pas. Il se crée donc un personnage rassurant pour briller en société et modifie ce personnage selon les références de son public. Ce qui explique pourquoi il présente plusieurs facettes de sa personnalité. Il cherche, admiration. Même si la victime a des doutes à son sujet dès le début et que elle le lui signale, il élaborera des excuses si convaincantes et poignantes que la conversation continuera pendant plusieurs jours, et jusqu'à ce que la victime soit acculée par l'épuisement puis capitule. Le PN est réputé pour ses monologues interminables, dont le but unique est d'implanter dans l'esprit de sa cible sa propre interprétation de la réalité. Le PN se comportera comme si ses actions n'avaient guère d'importance. Même s'il est surpris en train d'échanger avec son amante, il minimisera la situation. Il réfutera tout, même devant des éléments de preuve tangibles. Il répondra dans si escala. Je n'ai jamais dit, ou fait ça. Tu inventes. Ce que tu apportes comme preuve ne signifie rien. Tu es fou, ou folle. Tu te fais des films. Tu es mythomane. Je ne suis pas responsable de ce qu'il se passe dans ta tête. Tu inventes. Ces preuves sont fausses, elles ont été fabriquées pour me nuire. Dans un premier temps, la victime tentera de pousser l'autre à s'expliquer, mais au fil du temps, en entendant toujours les mêmes excuses, elle commencera à remettre en question ses propres certitudes. Ce discours, il ne hésitera pas à le tenir auprès des enfants et de l'entourage, car le PN a besoin de l'approbation des autres. Ainsi, il n'hésite jamais à raconter aux autres que sa victime raconte des mensonges, qu'elle est paranoïaque, qu'elle déforme tout. Il parvient à faire ressentir à sa victime une culpabilité excessive,
en lui faisant penser que celle-ci est entièrement responsable de tout, y compris de ses propres erreurs. Selon lui, il est sans défaut, et il est impensable qu'il ait pu se tromper. Si je suis en retard, c'est à cause de la façon dont tu m'as parlé ce matin. Si je t'ai frappé, c'est en raison de ton attitude qui m'a contrarié, c'est parce que tu m'as parlé de manière désagréable que je t'ai trompé. Cet accident m'est arrivé, car je pensais à ce que tu m'as dit il y a 2 semaines. Si je n'y suis pas allé, c'est parce que tu ne m'as pas répondu au téléphone. Dans tous les cas, il n'y a aucune concordance entre les deux faits. C'est sa façon d'exercer un chantage émotionnel, en faisant sentir à l'autre de la culpabilité, ce qui l'amène à être plus docile. S'il traverse des difficultés dans sa vie, il cherchera à blâmer sa victime, arguant qu'elle ne l'aime pas suffisamment, ou qu'elle ne lui consacre pas assez de temps, et c'est cela qui expliquerait son échec actuel. Ce n'est pas son inaptitude qui le conduit à l'échec, mais le manque d'effort de la part de sa victime. En cas de non-succès, lors d'un entretien d'embauche ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, il accusera sa cible d'en être responsable en avançant des excuses totalement illogiques. Il est donc très doué pour inverser les rôles et se victimiser avec une mauvaise foi déconcertante. Quand il affirme que sa victime a dit que, il est important de comprendre que c'est lui qui a proféré ces paroles. Quand il dit que sa victime a agi de telle façon, il met en lumière ses propres comportements réels, étant donné qu'il aura déjà considérablement dégradé l'image de sa victime auparavant, il lui sera facile, tout au long du processus de la séparation, de partager avec ses proches les difficultés qu'il crée lui-même, en les imputant à la victime. Cela se constate notamment s'il y a divorce, bien commun, enfant, et par conséquent intervention de la justice. Tout ce qu'il va raconter aux proches, tels les obstacles divers pour assurer le bon déroulement de la procédure, et l'existence de faux documents, divers mensonges racontés aux juges et aux gendarmes, la manipulation des enfants. Tout cela viendra de lui, mais il en fera porter la responsabilité à l'autre. 3. Il a un besoin obsessionnel de tout maîtriser. Sa fixation sur le contrôle le pousse à séparer sa cible de tout contact extérieur. Il souhaite qu'elle n'interagisse avec personne d'autre que lui, pour pouvoir l'imprégner de ses idées nocives et de sa violence. Il arrive à convaincre sa victime qu'il est que lui qu'il aime. Pashun ne te aime. Sans moi, tu serais seul. Tout le monde se demande comment je te supporte. Tu ne serais rien sans moi. Pour la victime, il semble qu'aucune alternative ne soit meilleure que ce qu'il lui fournit. Il fait en sorte d'avoir toujours son attention en la bombardant notamment des appels téléphoniques. Il peut voir ses propres enfants comme des rivaux tant sa relation avec sa victime est exclusive. Il s'assure également d'une prise de pouvoir sur ses proches, de manière subtile. Il a aussi besoin de contrôler les relations entre tous, entre les frères et les sœurs, entre les oncles et tantes. Il s'ingère dans toutes les situations, même si cela ne le concerne pas directement. Aucune expérience, pensée ou décision ne doit se faire sans lui. Il peut pousser 2 individus à se mettre en couple, ou à l'opposé, compromettre leur relation. Il les traite tous comme s'ils n'étaient que des pions. 4. Il est complètement hypocrite. Au départ, il sera parfait. Il déplacera des montagnes pour conquérir sa cible. Cependant, au fil du temps, il se transformera en monstre et la situation ne fera que se détériorer. Ce qui rend la situation d'autant plus ironique, c'est qu'il attendra de sa victime qu'elle reste sans la moindre imperfection. Bien qu'il affiche une façade agréable en présence de son entourage, il se permet de les critiquer avec virulence quand il est seul avec sa victime. Il est également en mesure de se plaindre de sa victime, dans le cercle de celle-ci, et de se présenter comme sa victime. Il n'hésite pas, pour cela, à partager avec eux leur scène de dispute en inversant les rôles. D'une certaine façon, il se prépare déjà à la séparation. Par conséquent, si la victime essaie de s'enfuir, il impliquera ses amis et sa famille. Étant donné qu'il leur aura déjà laissé entendre à maintes reprises combien il est difficile de vivre avec la victime, il n'aura pas de mal à les convaincre que c'est son comportement intenable qui justifie la séparation. En l'analysant de plus près, on constate qu'il a tendance à critiquer tout et tout le monde, et qu'il est perpétuellement insatisfait. Un PN se plaint sans arrêt. Il aspire à être le centre des préoccupations de sa victime, et tout l'entourage de celle-ci doit aussi graviter autour de lui. Si la victime accomplit une action qui ne le concerne pas, cela va le rendre extrêmement jaloux, et il cherchera à se venger pour cette erreur. En réalité, il ne possède pas d'identité propre.
Il dépend des autres pour renforcer son estime de soi. Par conséquent, si la personne victime reçoit une invitation à un mariage, tandis que lui est au travail, il s'efforcera d'abord de l'en dissuader en lui imposant diverses tâches à accomplir ce jour-là ou en dénigrant les mariés. Si elle se décide à y aller, il lui fera assurément une grosse scène la veille. Ce jour-là, il l'inondera d'appels pour s'assurer que ses pensées lui sont exclusivement réservées, afin de garder le contrôle sur sa journée et qu'elle ne savoure pas pleinement cet instant. Il ne respecte pas les frontières que la victime souhaite établir. Il ne sait pas où est-ce arrête l'intimité de l'autre, car il ne considère pas les individus comme des personnes, mais comme des outils. Il en entendra pas les propos de sa victime. Les non. J'ai besoin de temps. Ça va trop vite, c'est parce que il ne la respecte pas suffisamment pour s'en préoccuper. Le PN refuse toute forme d'opposition à son égard. L'autre lui appartient, c'est sa marionnette. Elle n'a donc aucune résistance à lui opposer. Sa victime doit être à sa disposition. Ce que lui veut sa victime le veut aussi. N'oublions pas que sa vision du monde lui est propre, et qu'il n'envisage pas d'autres alternatives. Ajoutons qu'il perçoit le monde en termes absolus. Tout est soit blanc, soit noir, sans qu'il puisse envisager qu'il existe des nuances entre ces deux extrêmes. À ce titre, il pense que tout le monde pense comme lui et ses avis sont toujours très tranchants. Même s'il se retrouve piégé dans un mensonge, il gardera son calme et sa sérénité. Il n'hésitera pas à mentir pour se défaire de cette situation. Il peut aller jusqu'à créer des situations pour appuyer ses mensonges. Il est possible qu'il discute avec un collègue de sa peur envers sa victime et qu'il s'assure, le jour où il fait les présentations, de déclencher une dispute violente. 8. Il engloutit sa proie avec lenteur. Il va exploiter et consommer toute l'énergie de sa victime. Cela continuera aussi longtemps qu'il en aura besoin. Même si elle est épuisée, et elle n'a plus rien à offrir, il lui accordera le temps nécessaire pour se ressourcer avant de revenir et l'user encore un peu plus. Il l'atteindra par sa toxicité, et l'empêchera de réaliser à quel point elle est capable, forte et belle. Son objectif est de veiller à ce qu'elle ne soit rien sans lui. 9. La personne victime est envahie par une anxiété inexplicable. Elle éprouve une anxiété inexplicable, liée à la nature insatisfaisante de sa relation. Elle s'efforce constamment de répondre à tous les besoins de son bourreau, mais celui-ci demeure toujours insatisfait. Rien ne semble jamais suffisant. Le PN emploie un double discours qui met toujours sa victime dans une impasse, car il lui demande deux choses qui s'opposent. Ainsi, quoi qu'elle fasse, il critiquera. La victime est constamment assaillie par la culpabilité et un sentiment de dévalorisation. Elle est en proie à une angoisse persistante de commettre des erreurs et d'être humiliée ou agressée verbalement par le pervers narcissique. Il se montre aimable avec les autres uniquement pour les impressionner, mais sa nature profonde haine et pas bienveillante. Être gentil lui demande un effort. C'est un rôle. Il s'efforce d'être agréable avec ceux dont il a besoin, son public, ses complices bien malgré eux. Il ne se préoccupe pas des autres, parce que il n'a pas besoin de ces personnes, il ne leur cache pas son vrai visage. Les individus susceptibles de compromettre son projet maléfique sont chassés avec force. Il mettra tout en œuvre pour tourner l'opinion publique contre eux. À travers des mensonges, des dénigrements et des attaques diffamatoires. La victime. Les liens toxiques engendrent de sévères souffrances psychologiques et émotionnelles pour la victime. La violence au quotidien, sournoise et inacceptable, imprime sa marque sur la relation de manière traumatisante et persistante. Une personne narcissique perverse souffre de pathologies qui influencent sa façon d'interagir avec autrui et sa vision du monde. Manquant d'intériorité, le PN conçoit les relations sous le prisme de la domination. Pour lui, chaque rencontre est simplement une opportunité de réaliser ses ambitions personnelles. À travers ses proies, il cherche à combler le profond vide qui l'habite. La dynamique avec un pervers narcissique est naturellement déséquilibrée, car le manipulateur toxique a uniquement pour but de nuire aux autres afin de se valoriser lui-même. Pour garder une position privilégiée, le manipulateur pervers veille à maintenir sa victime sous son contrôle. Les agressions verbales et psychologiques, les critiques, le dénigrement, le chantage affectif et les mensonges figurent parmi une longue série de comportements nuisibles, dont les conséquences dépassent l'entendement. Il exerce une manipulation journalière, constante et mûrement élaborée jusqu'au moindre détail. Il est prêt à transcender toutes les limites de sa proie, afin de réaliser ses obscurs objectifs, sans se soucier des conséquences.
La dépression, l'isolement, le doute de soi, la confusion et la honte entraînent les victimes vers un état d'épuisement, qui peut pousser dans certains cas jusqu'au suicide pour sortir de cet enfer. Tant les dommages psychologiques que somatiques, symptômes corporels, déclenchement de maladies, etc., existent bel et bien. La victime éprouve constamment un sentiment de redevabilité et de culpabilité envers son bourreau. Souvent cette culpabilité la freine dans la perception des mécanismes d'emprise, sa prise de conscience et sa volonté de solliciter de l'aide. La nocivité d'une telle relation réside dans les intentions malveillantes du manipulateur, qui ne possède ni sens moral, ni capacité d'empathie, ni même de limite. En outre, le PN a une perception tout à fait différente de la réalité, et n'imagine pas que des versions alternatives à la sienne puissent exister. Il impose donc son univers sombre et irrationnel à sa victime, ce qui engendre une confusion constante chez elle. Jour après jour, la pression augmente, laissant derrière elle de nombreuses blessures profondes. Les victimes sont alors amenées à abandonner petit à petit toute forme de joie, de libre arbitre et de liberté d'être et de vivre. Un PN engendre au cours de son existence des dizaines de victimes collatérales, comprenant des partenaires, des enfants, des mariages, des remariages, ainsi que des amants, des maîtresses, des amis, des collègues et des employés. Si on considère que 3% de la population est concernée, alors les victimes de pervers narcissiques sont largement répandues. C'est pour cette raison qu'il est important de continuer à aborder la question de la perversion, ses conséquences, les victimes que cela entraîne, et de commencer à s'occuper des individus souffrant de narcissisme pathologique. La justice et les services sociaux ne sont pas encore assez informés sur le sujet. Il existe actuellement quelques groupes de parole en France, mais seulement dans quelques grandes villes. De plus en plus de spécialistes de la santé sont sensibilisés sur ce sujet et formés, afin de mieux repérer les comportements des pervers narcissiques. Mais est encore difficile pour les victimes de trouver une bonne écoute. En attendant une reconnaissance de l'état, l'élaboration de protocoles thérapeutiques et de soins pour les victimes, voici quelques suggestions destinées à soutenir celles-ci face aux pervers narcissiques, pour qu'elles puissent entreprendre leur propre reconstruction. Il faut mettre fin à la relation avec l'individu pervers, dès que cela est possible. Évoluant dans le déni, le pervers narcissique ne changera pas. Il ne faut donc pas espérer qu'il transformera son mode de fonctionnement par amour. D'ailleurs, il n'est pas capable d'aimer, c'est un sentiment qui lui est totalement étranger. Il possède. Il n'est donc pas possible d'envisager une quelconque issue positive en restant avec un PN. Le sevrage annonce d'une grande difficulté, étant donné que l'emprise constitue une forme d'addiction qui plonge la victime dans un état de dépendance psychologique. De plus, pendant très longtemps le PN fera tout pour récupérer sa proie, lui nuire si elle persiste à vouloir la quitter, et même plusieurs années après il aura besoin de se rappeler à son bon souvenir. Toutefois, envisager une séparation permanente est essentiel pour retrouver la sérénité. Écoutez la petite voix intérieure. Souvent, au fond d'elle-même, la victime sait que cette relation n'est pas normale. Passer du chaud au froid, le double discours, les sautes des humeurs, les discours incohérents, les arguments irrationnels, les changements des attitudes du PN selon son auditoire sont des signes. La victime perçoit tout cela. Elle doit avoir confiance en elle et croire en ses ressentis. Quand le PN refuse d'admettre avoir tenu des propos précis bien qu'un enregistrement prouve le contraire. Quand il affirme qu'une personne a fait telle déclaration, alors que la personne mentionnée conteste. Lorsqu'il soutient avec vigueur qu'une personne s'est conduite d'une certaine façon, alors que la victime et les autres témoins n'ont pas observé la même chose. La victime connaît au plus profond d'elle-même où se trouve la vérité. Tu as mal compris. Tu folle fou, tu délires. Ce sont des phrases récurrentes connues chez tous les PN. La confiance en soi sera le premier pas vers la liberté. Anticiper. S'efforcer de découvrir comment le PN appréhende le monde peut souvent engendrer une prise de conscience. Et l'image floue et troublante que se fait le pervers narcissique de la réalité révèle des aspects de son intériorité. L'atmosphère y est marquée par la désolation et les conflits, où ne règne que le danger et le malaise. Imagine cet univers intérieur aide à comprendre la seule attitude appropriée à adopter face à une personne manipulatrice. Fuir. Se libérer d'un pervers narcissique constitue cependant un véritable défi. En étant démasqué, le PN sombre dans la panique et se met à agir d'une manière plus violente, plus irrationnelle encore. Il pourrait essayer d'inciter sa victime au suicide,
de provoquer son incarcération ou son internement. Son intention sera de la punir et de se venger. Il est important de bien comprendre que le PN ne se nourrit que de l'image qu'il renvoie aux autres. Si le personnage qu'il a créé s'effondre, c'est l'ensemble de son empire qui s'écroule en même temps. Sa plus grande crainte est donc que son fan club comprenne qu'il n'est en fait qu'une façade sans substance. Par conséquent, en tant que prédateur avisé, il est doté d'un instinct de survie, et à ce titre, il aura sans aucun doute élaboré son plan d'attaque à l'avance, possiblement durant la relation. En effet, le PN étant toujours dans le calcul prévoit le risque d'être démasqué, et pour cela il conserve très précisément des dossiers. Il en servira alors pour humilier sa victime, ou lui faire du chantage lorsque celle-ci tentera de lui échapper. Aucun détail ne sera négligé. Tout ce que la victime aura exprimé ou réalisé dans le cadre de la relation pourra être utilisé contre elle. Le PN sera capable de retirer ces faits de leur contexte et de les déformer, avec pour objectif de discréditer sa victime et de lui causer du tort. Il continuera à semer le doute et la culpabilité chez sa victime, et l'inondera de remarques dévalorisantes pour éroder son estime de soi. Son approche auprès de la victime, de l'entourage et des autorités, consistera à modifier les positions et à faire passer l'autre pour l'agresseur. Lorsqu'un PN est rejeté, il cherche également à manipuler toutes les personnes autour de sa victime, sans ressentir le moindre remords, que ce soit dans le but de récupérer la personne, ou de se venger quand il réalise que tout est perdu. Il faut en effet que la victime veille à garder le contact avec ses amis et ses proches, car le PN essaiera d'exploiter ses relations pour lui nuire, et tenter de l'influencer. Si le lien est brisé, ou s'est distancé à cause du PN, il est important de tenter de le restaurer. Si les PN cherchent à isoler leurs victimes, c'est parce qu'ils comprennent intuitivement qu'une personne bien entourée, plus résiliente, et est capable de demander de l'aide, si nécessaire, ce qui représente une menace pour leur contrôle. Les autres, et l'entourage, font partie intégrante de notre existence, et déterminent aussi notre identité. Et c'est justement l'identité de sa victime que le PN cherche à détruire. Il est essentiel que la victime maintienne donc ses relations avec ses proches, et fasse preuve de prudence face aux mensonges répandus par le PN. Il est fondamental d'annoncer aux amis et collègues l'intention de clore la relation, tout en les mettant en garde contre les éventuelles manipulations du PN. Il convient de noter que, malgré tout, quelques individus se laisseront prendre par les stratagèmes du PN et succomberont à sa manipulation. En effet, son habileté à susciter la pitié est impressionnante, et il n'hésitera pas à exploiter tous ceux qui l'entourent, qu'il s'agisse d'enfants, de proches, de collègues ou de professionnels. Enquêteurs sociaux, psychologues, gendarmes, juges, professeurs des enfants, pour anéantir celui qui lui inflige l'outrage de le délaisser. La victime devra donc s'efforcer de rester en contact avec ses proches et intervenants pour ne pas lui laisser gagner trop du terrain. Il est aussi important qu'elle veille à ce que les mensonges du PN ne prennent pas racine dans les esprits. Il se peut très bien que le PN cherche à convaincre que c'est lui qui a choisi de se séparer, en arguant qu'il était malheureux, en proie à des violences psychologiques, humilié, ou victime de violences physiques. Il est conseillé de consulter un avocat. Surtout il existe des attaches communes telles que des enfants, un domicile ou une entreprise. On commence à trouver des spécialistes pour ces types de situations. Le PN apprécie les procédures judiciaires, mais uniquement lorsqu'il a l'avantage sur la partie plaignante. Cela lui donne l'occasion de briller, et il aime être sous les projecteurs. Cela constitue un terrain idéal pour lui pour manipuler les apparences et les émotions bienveillantes. Il est complètement capable de lancer des accusations infondées, de fournir des documents frauduleux et d'intensifier les dépôts de plainte. Il est essentiel de rester serein et de ne pas se laisser déstabiliser. La personne concernée devra prendre le temps d'examiner attentivement chacune de ses attaques, ses éléments de preuve et ses arguments, et elle constaterait alors que tout cela n'est qu'un bluff. La victime, de son côté, ne doit soumettre au juge que des preuves factuelles. Il est nécessaire de préparer son départ, en mettant fin au transfert vers le compte commun, en modifiant les accès Internet au compte privé, et éventuellement en optant pour un autre établissement bancaire. Le PN est réputé pour siphonner les comptes de sa victime dès qu'elle réussit à lui échapper. C'est une stratégie pour la garder sous contrôle et la pousser à revenir. Avant de quitter le foyer conjugal, la victime devra aussi veiller à récupérer tous ses papiers et documents la concernant. Il est courant que le PN usurpe l'identité de sa victime pour obtenir des prêts. La victime devra procéder à la recherche d'un logement de façon discrète et ne parler de son départ au PN qu'une fois que tout aura été soigneusement planifié. Bien que cela soit compliqué,
La victime doit garder à l'esprit qu'avoir une relation avec un PN peut fréquemment se terminer par la prison, l'internement, ou des résultats désastreux comme le suicide, la maladie ou un drame conjugal. Cesser tout contact. Une personnalité perverse recourt au harcèlement post-séparation afin de garder son emprise sur l'autre, parfois durant de nombreuses années après la rupture. Cela touche particulièrement les victimes ayant un ou plusieurs enfants auprès de ce genre de partenaire. Toutefois, la victime doit se préparer à ce que le PN déclare aux autres qu'il est lui-même la personne harcelée. Le PN mettra tout en œuvre pour maintenir un lien avec sa victime et utilisera tous les outils à sa disposition pour y parvenir. Un PN ne renonce pas facilement. La menace principale concerne la garde des enfants. Mais le harcèlement après une séparation se manifeste aussi par une campagne de diffamation et des attaques personnelles. L'objectif du PN est de maintenir une image sociale irréprochable auprès de tous. Les manipulations sont évidentes, mais elles réussissent toujours pour les mêmes motifs. La victime, qui n'est pas encore rétablie, n'est pas en mesure de se défendre. Cette carence de défense et d'opposition aux accusations du PN fait que les proches n'ont qu'un seul discours auquel ils se fient. Notons que la victime a été sélectionnée en raison de ses vulnérabilités, de ses blessures et de ses faiblesses. Un partenaire attentionné s'efforce de les guérir, tandis que le PN les exploite pour anéantir sa victime. Il les ramène à la lumière et en tire parti. Cela peut entraîner la victime vers la dépression, l'alcoolisme et des accès de colère excessifs. Le PN s'assurera que l'entourage, y compris les enfants, soit témoin de ce malaise tout au long de la relation. De cette manière, au moment de la rupture, la victime sera discréditée, et le bourreau se servira de ce discrédit pour faire apparaître la victime comme coupable. Il s'agit de sa stratégie perpétuelle consistant à inverser les rôles. Il aura fait en sorte, tout au long de la relation, de rendre sa victime détestable aux yeux des proches. Bien que l'obscurité émane de lui, il réussit à s'accaparer la lumière de sa proie, et à lui faire porter ses propres ombres. Le pervers narcissique est intrinsèquement diabolique et dépourvu de sincérité, alors que la victime est profondément bonne mais se trouve en grande souffrance. Mais le PN a su créer l'illusion du contraire. Il est tout à fait possible aussi, par exemple, qu'il ait inondé sa victime de paroles haineuses, propos d'une autre personne, provoquant ainsi une attitude particulièrement méchante de la part de la victime envers cette dernière. Durant la relation, il a transformé sa victime en vecteur de sa haine, exerçant un contrôle sur ses proches à son travers. Elle devient son porte-voix. Par conséquent, ce n'est pas lui qui est perçu comme le méchant, mais plutôt la victime qui subit sa manipulation. Ainsi, lors d'une rupture, les proches qui ont pu observer les comportements de la victime sont souvent plus enclins à faire confiance au bourreau. Le pervers submerge aussi sa victime de messages menaçants, qu'il s'agisse des appels téléphoniques, de SMS, des emails ou d'autres formes de communication, tous plus menaçants les uns que les autres. Cela consiste à maintenir son emprise et à gêner ses tentatives de rétablissement. Réparer les blessures d'une relation avec un pervers narcissique nécessite un travail profond de reconstruction personnelle. Il faut passer par une déprogrammation, et il est essentiel pour cela de ne pas établir de contact. En l'absence d'enfants, de biens ou d'entreprises communes, il est essentiel que la victime change son numéro de téléphone et son adresse électronique, et qu'elle informe ses proches de veiller à ne pas lui communiquer ces détails. Quoi qu'il arrive, il est impératif de ne pas répondre à ses appels, et de l'inciter à laisser des messages écrits et vocaux, qui pourront aider à le démasquer par la suite devant les autorités. Il est crucial d'éviter tout affrontement. Rompre toute communication est une phase clé, car si la victime réagit aux sollicitations du PN, ce dernier conservera l'espoir de la reconquérir et il gardera son contrôle sur elle. Il n'y a pas de limite établie. Il ne manquera pas de faire pression et pourra aller jusqu'à adopter un comportement harcelant. Le risque est alors de voir replonger la victime sous son emprise ou de freiner son chemin vers la guérison. Le stress post-traumatique. Il y a autant de types de relations que de pervers, certains étant extrêmement intelligents, tandis que d'autres ne le sont pas. Il est également observé qu'au sein des victimes, certaines seront en mesure de réagir. En revanche, des autres auront déjà été profondément affectées. Et précisément pour celles-ci que la séparation avec leur partenaire pervers narcissique peut paraître insurmontable. La pression psychologique à laquelle elles font face a annihilé leur faculté d'agir et de réfléchir. Les nombreuses humiliations, dénigrements et manipulations, comme les injonctions paradoxales,
ont eu raison de leur résistance psychique. Elles éprouvent un sentiment de dépersonnalisation qui les conduit à adopter la mentalité de leurs oppresseurs. Elles sont convaincues d'y n'avoir aucune valeur. Cela porte le nom de décervelage. Leur difficulté à surmonter la séparation avec leur manipulateur narcissique découle également de la honte et de la culpabilité qui les fige. Le syndrome de stress post-narcissique se réfère aux séquelles engendrées par une relation avec une personne ayant une personnalité narcissique. De manière générale, le stress post-traumatique est associé à des événements liés à des catastrophes telles que les conflits armés, les attaques terroristes ou les accidents majeurs. Une variante de ce phénomène est le syndrome de stress post-narcissique, qui se manifeste à la suite de traumatismes psychologiques causés par des interactions avec une personne à la personnalité toxique, notamment un individu narcissique pernicieux. C. Et donc aussi un trouble neurocérébral. Les événements traumatiques réapparaissent continuellement dans la vie de l'individu concerné, se manifestant de différentes manières telles que des flashbacks, des cauchemars ou des émotions dérangeantes. Les victimes éprouvent ces souvenirs intrusifs, qui surgissent de façon inattendue dans leur quotidien. Ces souvenirs s'accompagnent aussi d'émotions en lien étroit avec les événements vécus dans la relation. Dans ce contexte, le pervers joue donc encore un rôle majeur dans la vie du sujet. La victime est toujours enchaînée à des pensées négatives inculquées par lui, en particulier celles qui touchent son estime personnelle. Autre manifestation, les cauchemars. Ce type de stress est bien plus qu'un trouble anxieux. L'individu éprouve une forte irritabilité, s'effraie pour des broutilles et peut faire face à des crises de panique. On observe également des difficultés au niveau du sommeil et de la mémoire. En cas d'aggravation de la situation, on peut observer des symptômes allant jusqu'à une dépression réactionnelle résultant de cette relation toxique. Cela se traduit par un désintérêt général, une impossibilité à ressentir de la joie, et des pensées sombres. L'estime de soi des victimes est profondément altérée, en raison des effets déstabilisants de la manipulation mentale. Le mécanisme de l'identification projective sème le trouble et la culpabilité, ce qui brouille les repères et les valeurs pour toute personne. Le repli sur soi des victimes est souvent une conséquence du stress post-narcissique, qui peut parfois évoluer vers une phobie sociale. Il est également possible que des comportements autodestructeurs se manifestent, dérèglements alimentaires, addictions. Fin à la relation avec le pervers narcissique sera essentielle pour se libérer de ce stress. Toutefois, cela ne constitue qu'une étape préliminaire. Il est essentiel qu'une victime parvienne à se libérer de l'emprise perverse, en prenant conscience des souffrances endurées et en arrêtant de se sentir coupable. C'est pour ces motifs que la meilleure façon de surmonter un stress post-traumatique est de consulter des professionnels spécialisés en matière de harcèlement et de perversion. Analyse. Il est nécessaire de pouvoir décortiquer le comportement du PN et les années passées à ses côtés, pour pouvoir se libérer de ce cercle vicieux. Pouvoir nommer les choses permet de les comprendre et de prendre la distance utile pour avancer. Connaître la pathologie du pervers narcissique aide à déchiffrer ses actions déviantes et cruelles, et met en lumière la nécessité de le quitter. Cela permet aussi de comprendre comment la victime est doucement tombée dans ses griffes, de la rassurer sur le fait qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas le problème, qu'elle est juste bienveillance qui voulait croire en cette histoire d'amour. C'est également une étape supplémentaire dans le chemin du deuil. Les modes d'action qui peuvent être rapidement identifiés. Séduction. Au commencement de la relation, le partenaire manifeste de l'attention, de l'écoute et de la bienveillance. Il se démarque même par son sens de l'humour. À première vue, il semble avoir un bon réseau social, une situation financière stable et un travail captivant. Ce rôle, il le ressort à chaque fois que sa proie lui échappe, pour lui montrer que cette facette de lui existe. Ainsi, au nom de ses jours heureux, et qu'elle souhaite revivre, la victime reste à ses côtés. Mensonge. Ses paroles sont en désaccord avec les gestes. Au fil des mois, la victime comprend aussi que la réussite professionnelle et financière du PN n'est pas aussi impressionnante qu'il le prétend. Intimidation. Le PN impose un climat de peur et de crainte. Ses colères sont foudroyantes. Isolement. Progressivement, la victime se retrouve écartée de son entourage amical et familial. Elle forme une bulle fusionnelle avec son ou sa partenaire PN. Le PN détient l'omnipotence de ses désirs ainsi qu'un contrôle total sur elle. Devalorization. Le PN exploite les vulnérabilités de sa cible tout en dénigrant ses atouts. La victime finit par se convaincre qu'elle n'a aucune valeur et cherche l'approbation de son bourreau.
Elle perd son libre arbitre. Culpabilisation et inversion des rôles. Le PN attribue à l'autre la responsabilité et la culpabilité de ses propres comportements. Chantage et menace. Chantage au suicide. De tout répéter à ses proches, de tout lui faire perdre, pour se sortir de cette emprise, la comprendre. Il est souvent utile que la victime prenne rapidement contact avec un thérapeute. Et, si des enfants sont impliqués, ceux-ci doivent également recevoir un accompagnement. Renforcer son estime personnelle et délimiter ses frontières. Retrouver une bonne estime de soi contribue à développer une image de soi, aussi objective que possible, ce qui permet de valoriser ses qualités et ses compétences. Le PN détruit l'identité de ses cibles, érode leur confiance personnelle et remet en question leur libre arbitre. La victime doit retrouver le chemin de l'amour-propre et de la connaissance de soi. Pour y parvenir, elle doit raviver ses sens, s'occuper d'elle-même et renouer avec son corps. Est-ce investir dans le sport, le yoga ou la sophrologie, savourer des plats qui titillent les sens, profiter d'un massage, se rendre chez le coiffeur, danser en synchronie avec son corps, marcher sans chaussures sur l'herbe, fermer les yeux pour ressentir le vent caresser sa peau. Pratiquer cela en étant pleinement conscient de son corps, de son esprit, dans l'instant présent, afin de regagner confiance en soi, d'apprendre à s'apprécier et à se juger avec indulgence, tout en s'épanouissant. Sur le plan professionnel, social et sentimental, je vous recommande la lecture de mon ouvrage « Le petit manuel du bien-être ». Il est aussi nécessaire de poser des limites qui jouent un rôle clé dans notre identité, en définissant ce qui est acceptable et tolérable, par opposition à ce qui ne l'est pas. Mettre fin à l'isolement. Dans le cadre de la reconstruction, il est fondamental de dépasser l'isolement et de rétablir des liens sociaux. Il est encore possible de retrouver des personnes bienveillantes que la victime a peut-être laissées de côté durant la relation, ou de participer à des événements pour faire de nouvelles rencontres. Il est important d'accepter les invitations, de participer aux sorties et de rencontrer des gens. Reprendre paid, pour viser la liberté, il est primordial de se réinventer de façon solide. Pour ce faire, il est nécessaire d'analyser à quel point cette relation est toxique. La présence continue et la manipulation exercée par le pervers narcissique rendent souvent difficile la prise de conscience des conséquences dévastatrices et destructrices de la situation. Cela représente néanmoins une première étape vers la libération de l'emprise et la reconstruction. Les émotions accumulées dans ce type de relation engendrent, comme nous l'avons mentionné précédemment, de nombreuses blessures. Il est donc impératif de ne plus porter un tel fardeau en soi. Il est essentiel de partager ses expériences et ses émotions avec des amis ou des professionnels. La victime peut aussi se rendre à des groupes de parole, ou partager son histoire sur des forums dédiés. Il lui est possible d'exprimer cela par l'écriture, en reprenant les faits dans l'ordre chronologique, et en mettant en lumière ses émotions, ainsi que les incohérences, et tout ce qui n'était pas normal ni tolérable. Apprendre à se protéger. Chouchouter sa santé personnelle constitue une phase fondamentale et incontournable à valoriser dans ce parcours de transformation. Il est crucial d'apprendre à vivre intensément, en honorant ses désirs et en restant attentif à ses aspirations. Pour avancer dans la vie, il est crucial de bien se comprendre, ce qui demande de prendre du temps pour soi-même. La clé de la transformation réside, en réalité, dans notre capacité à reconnaître nos véritables aspirations dans la vie. Cela peut paraître inattendu, mais de nombreuses personnes ont du mal à discerner leurs souhaits profonds. Il est fréquent que nous soyons capables d'identifier ce qui ne nous satisfait plus, mais que nous éprouvions des difficultés à clarifier nos véritables désirs. Ainsi, il est impératif de renouer avec sa propre identité. Ainsi, le premier pas est de se détacher de ce que la victime n'est plus, de l'individu qu'elle ne veut plus représenter, des activités qu'elle ne souhaite plus faire et des expériences qu'elle ne veut plus connaître. Même si chaque séparation amoureuse est éprouvante, rompre avec un manipulateur pervers s'avère souvent plus compliqué. Pour surmonter une relation avec un pervers narcissique, il est essentiel de travailler sur ses propres blessures narcissiques. Sinon, le processus de deuil pourrait s'étendre indéfiniment. C'est en regardant avec courage ses failles qu'elle sera en mesure de saisir ce qu'elle a traversé avec son partenaire PN, et c'est en les soignant qu'elle réussira à surmonter cette épreuve et à se prémunir contre d'autres expériences de ce genre. L'introspection s'avère essentielle pour raccourcir le processus de guérison après une séparation avec un pervers narcissique. La première étape implique que la victime doit se concentrer sur son rapport à elle-même.
L'image qu'elle a d'elle-même est fondamentale, et son bien-être ainsi que ses réussites sont inextricablement liées à l'amour qu'elle se donne. La perception qu'elle a d'elle-même façonne son comportement et influence ses choix, y compris ceux qui concernent ses relations interpersonnelles. Il ne fait aucun doute que notre manière d'aimer influence la façon dont nous nous traitons. Si la victime a une image positive d'elle-même, cela l'aidera à faire les meilleurs choix pour son avenir, y compris la personne avec qui elle souhaitera vivre, le métier qu'elle désirera exercer, les amis qui l'entoureront. Si l'image qu'elle a d'elle-même est de faible qualité, elle finira par se contenter de la médiocrité, croyant ne pas mériter davantage. Le déficit d'amour de soi engendre une forme de dépendance affective envers autrui, car la personne attend d'eux qu'ils remplissent son vide intérieur. Pour cela, elle est prête à accepter n'importe quelle situation, même à se compromettre ou à opter pour un partenaire qui ne lui convient pas. Si la victime n'a pas d'estime pour elle-même et que d'autres la maltraitent, elle en viendra à croire que c'est une situation normale. Plus elle se percevra négativement, plus elle sera malmenée par les autres, et cela la détruira progressivement. Pour retrouver un équilibre, il est fondamental aussi de commencer par reconnaître que l'on a éprouvé des blessures et que l'on est une victime. Quand la personne victime réalise que ce qu'elle croyait être de l'amour n'était qu'une manipulation, cela lui provoque un choc comparable à celui d'une explosion. Elle va s'efforcer de rationaliser les événements et d'y apporter un sens. Néanmoins, étant souvent livrée à elle-même, elle se tournera vers son intérieur pour trouver des explications. C'est un travail qui est difficile à accomplir sans aide. Il est donc essentiel de chercher le soutien d'un professionnel, de prendre part à des groupes de parole, de s'informer sur le sujet à travers des lectures ou d'échanger sur des forums. Avoir une bonne estime de soi aide à se respecter et à obtenir le respect des autres. Estimar permite affirme. Accepter et se connaître permettent de refuser. Nombreux sont ceux qui admettent avoir du mal à dire non, ce qui les pousse à prendre des engagements et à se retrouver ensuite dans des situations problématiques. Oui, à chaque occasion, peut entraîner une confusion qui devient permanente. Il est essentiel que la victime sache comment dire non à ce qu'elle ne désire pas faire ou à des situations potentiellement oppressantes. Si elle établit des limites, elle doit s'opposer à ce qu'on les dépasse. Le désir de satisfaire les autres et de rendre service ne doit pas nuire à soi-même. Offrir son temps et son énergie doit être animé par le plaisir et un sentiment de satisfaction. Ce n'est pas un dû envers l'autre, ce ne doit pas être une contrainte. Dès que la victime accorde du respect à l'autre, elle est en droit d'attendre qu'il lui rende ce même respect. C'est la base de toute relation saine. Ainsi, l'autre doit comprendre qu'elle n'est pas disponible à tout moment. Il faut savoir mettre des limites. La victime n'a pas à se justifier, car expliquer ses choix peut porter atteinte à son estime personnelle. Elle ne devrait pas avoir à se justifier en fournissant des explications. Un non, cela ne peut pas se faire, est amplement suffisant. Il n'est pas nécessaire que la victime se justifie ou s'excuse pour ses émotions, son rythme personnel, sa famille ou sa santé. Ce sont des éléments qui lui appartiennent. Elle doit déterminer ses priorités et en faire une exigence pour que les autres les acceptent et s'y adaptent. Faire le deuil de la relation, il faut se résigner à l'absence d'une communication normale et d'une relation équilibrée. Cela est impossible avec un PN. À aucun moment, son discours n'a été véritablement sincère ou authentique. Tout était erroné, calculé, planifié, anticipé et surtout maîtrisé. Pendant longtemps, la victime persiste dans la relation, car elle est convaincue que l'amour est là, sous-jacent et profondément enfoui, et surtout prêt à émerger à nouveau. Alors elle minimisait les conflits et les critiques. Le PN a su créer en elle un souvenir indélébile, qui ressurgit chaque fois qu'elle remet en question ses sentiments ou les siens. Son talent réside dans sa capacité à savoir précisément à quel moment faire revivre cette empreinte. Oublier les instants précieux partagés avec un PN est une étape essentielle dans le processus de réhabilitation. La peur et la colère pourraient disparaître au profit de souvenirs positifs, suscitant ainsi des interrogations sur la pertinence de la séparation. Ces souvenirs, profondément ancrés dans la mémoire en raison des émotions qu'ils éveillent, se retrouvent enrichis, ce qui peut expliquer pourquoi la période de deuil après une relation est parfois marquée par une certaine nostalgie. L'attachement à son bourreau révèle souvent une dépendance pathologique, fréquemment confondue avec de l'amour. Par conséquent, même si la rupture est déjà effective, il est préférable de prévoir l'émergence de sentiments confus et dérangeants. Si la faiblesse s'installe chez la victime, il lui suffit de repenser à ses souvenirs douloureux et humiliants,
pour retrouver la vérité. J'ai proposé de coucher par écrit l'histoire et les blessures, en mettant en avant tout ce qui sortait de l'ordinaire. La victime ne devra pas hésiter à revisiter ses souvenirs lorsqu'elle se sentira prête à succomber de nouveau aux manipulations du pervers narcissique. Il est essentiel que la victime s'éloigne des sentiments amoureux engendrés par les souvenirs, car l'amour est une affaire de deux, alors qu'elle se retrouvait seule face à cet élan sentimental. Si elle fait preuve de sincérité, elle doit accepter que ce n'était pas réciproque. Il est donc essentiel de reconnaître et d'accepter le fait qu'il n'y a jamais eu d'amour véritable de la part du PN. Il n'y a jamais eu de nous, il a commencé à mentir dès le départ, et la relation n'a jamais été bâtie sur des bases fiables. Les manipulateurs manient le mensonge comme personne. Parmi les nombreuses affirmations sans aucun fondement, on trouve de belles promesses et des paroles vides. Le pervers sadique fait remonter à la surface les moments idylliques du début de leur relation pour inciter sa victime à vouloir rester. Mais ce personnage parfait du début n'est qu'une invention fictive. C'est de cette manière qu'elle parvient à endurer tout ce que son partenaire lui impose. Faire le deuil implique d'accepter son rôle de victime, d'accepter son humanité, d'avoir cru, aimé, attendu et espéré. Cela contribue à faire de la victime une personne merveilleuse. En attaquant l'estime de soi de sa partenaire, le manipulateur émotionnel tente de lui faire penser qu'elle dépend de lui. En réalité, c'est tout le contraire. Afin de remédier à son manque narcissique, ce prédateur émotionnel se voit obligé d'extraire l'énergie vitale de sa proie, car sans elle, sa survie psychique serait impossible. La meilleure façon de réaliser l'impact émotionnel est d'avoir un réseau de soutien externe au sein du couple, la famille, les amis, les thérapeutes, les conseillers ou des autres personnes peuvent être des soutiens essentiels pour aider la victime à comprendre que la relation amoureuse n'est pas normale, que elle n'a aucun fondement solide, que elle détruit la victime, qu'elle est un mensonge. Le manipulateur en a pleine connaissance, c'est pourquoi il tente de isoler. Il convient d'intégrer tout cela, afin de favoriser le processus de deuil. C'est pardonner. La victime n'est pas à blâmer pour ce qui relève, ni plus ni moins, de l'abus émotionnel. C'est le PN qui a instillé en elle ce mécanisme d'autoculpabilité. La victime doit se pardonner. Chacun est susceptible d'être manipulé, car c'est justement les fondements de la manipulation. Créer une illusion conforme à nos désirs. Les victimes ne doivent pas être perçues comme faibles ou fragiles. En réalité, les PN ne s'attaqueraient jamais à quelqu'un dont ils ne pourraient pas tirer profit. Les PN sélectionnent des individus rayonnants, hypersensibles et débordants de vitalité. Chercher à comprendre pourquoi cela lui est arrivé ne fera que l'enfermer dans un cycle répétitif de pensée, dont elle ne parviendra pas à s'échapper. Ce que recherchent les PN, c'est le contrôle. S'enliser dans des réflexions interminables, c'est continuer à être dirigé comme une marionnette par cette emprise. Beaucoup de questions resteront sans réponse, et ce n'est pas un problème. La victime ne pourra jamais y répondre, parce qu'il n'y a rien à saisir. C'est une pathologie, un trouble de comportement, un dysfonctionnement. C'est le PN, celui-là même qui se considère comme si irréprochable, et qui vit dans un déni complet qui a rendu sa victime responsable de tous les problèmes, de toutes les erreurs et de tout le malheur qui la touche. Mais ne comprends-tu pas que sans moi tu n'as aucune valeur? Personne ne voudra de toi avec un tel tempérament. Tout le monde sait que tu es invivable. Ce type d'énoncé implique que la victime est responsable de sa rage, mais également qu'elle pose des difficultés relationnelles et qu'en fin de compte, c'est lui qui ressent la douleur, et non elle. Graduellement, cette personne, atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, est devenue elle unique point de référence de sa proie. Certaines fois, la victime persiste dans une situation parce qu'elle n'a pas d'autres options. Les soucis financiers, le partage d'un business ou d'un logement, sans oublier les enfants, rendent une séparation radicale et immédiate difficile à envisager. En se projetant dans l'avenir, le PN a généralement profité des occasions favorables pour conseiller de se marier, d'acquérir une maison, de créer une famille, de lui prêter des économies, etc. En vérité, il cherchait à enfermer sa proie, en lui offrant toutes les justifications pour demeurer dans cette cage et endurer tout ce qu'il comptait lui imposer. Il a tissé sa toile en douceur, et la victime ne peut pas se reprocher d'y avoir cru au bonheur. Faire rentrer la joie dans sa vie et sa tête.
Il est également important pour la victime d'accepter ses imperfections et de se féliciter lorsqu'elle réalise de belles choses. Elle doit prendre le temps de se focaliser sur ses qualités. Trop souvent, nous avons tendance à nous attacher davantage à nos défauts qu'à nos atouts, ce qui nuit à notre confiance en nous. Une faible estime de soi conduira à une existence difficile et empêchera de rencontrer des personnes appropriées ou de faire des choix de carrière adaptés. Reconnaître ses valeurs facilitera son intégration et son épanouissement. Pour se rétablir, la victime du pervers narcissique devra se concentrer sur ses qualités, ses compétences, ses succès et apprendre à les valoriser. Il est important que la victime essaye de dénicher des sources de plaisir saines et qu'elle multiplie les occasions de vivre des moments agréables. Avec le temps, les souvenirs partagés avec le PN sembleront bien plus ternes. Ces nouveaux bonheurs mettront également en évidence leur aspect toxique. Elle devra veiller à son bien-être en prenant soin de son corps, en s'adonnant à une activité sportive, en appliquant des crèmes pour la peau, en se rendant chez le coiffeur et en adoptant une alimentation saine. Se respecter, c'est également honorer son corps. Il faut impérativement qu'elle prenne soin de sa santé morale, s'évader, lire, se balader dans la nature ou dans son parc, savourer sa pâtisserie favorite et passer des moments agréables avec ses amis. S'installer sur un banc dans un square ou une terrasse de café et observer la vie, la nature et humer ses instants, débrancher le téléphone. Accorder des après-midi devant sa série télévisée préférée. Trouver du bonheur dans les petites choses est fondamental. Savourer la beauté et les instants enchanteurs qui la vie quotidienne a lui propose. Un sourire, un oiseau, un coucher de soleil et un délicieux repas. Elle ne devra pas oublier de valoriser ses véritables amis. Les gens ne sont pas contraints d'être à ses côtés. Elle doit donc être tolérante avec ceux qui préfèrent ne pas l'être et montrer de la reconnaissance à ceux qui sont présents et respectueux. Elle devra débarrasser son logement de tout ce qui pourrait être nuisible. Il est important d'aérer et de laisser entrer la lumière du soleil dès que cela se présente. Il faut également éliminer tout ce qui pompe son énergie. Pour chaque pensée qu'elle formulera, elle obtiendra un retour d'énergie identique. Il est essentiel de se projeter dans l'avenir et d'avoir des rêves et des projets, tout en respectant l'importance du moment présent. Le moment présent offre constamment des occasions de se sentir heureux. La vie se déroule ici et maintenant. Les petites choses apportent souvent les plus grands plaisirs quotidiens. Nous pouvons vibrer dans de petits instants. La victime ne doit pas négliger d'être bienveillante envers elle-même, tout comme elle l'est souvent envers les autres. Ce n'est qu'avec le temps que la victime réalisera qu'il n'existe pas de bons souvenirs, seulement ceux auxquels elle était attachée, qui se sont avérés tronqués, fabriqués ou illusoires. La coparentalité, devenir parent est un engagement sérieux, qui se compare à un travail à plein temps. Cette responsabilité requiert d'établir des règles et des principes fondamentaux, tout en restant à l'écoute, avec bienveillance et capacité d'adaptation. La création d'un cadre structurant pour l'enfant est particulièrement essentielle dans le cadre d'une coparentalité, et cela doit, dans l'idéal, être le fruit d'une collaboration entre deux adultes. Néanmoins, la difficulté de partager la responsabilité parentale avec un individu narcissique perturbe l'harmonie globale. Son véritable intérêt réside dans le lien qu'il entretient avec l'autre parent, plutôt que dans ses propres enfants. Pour le parent sain, conserver une relation avec un parent toxique et manipulateur représente une complexité additionnelle à surmonter. D'une part, il est essentiel de garantir un soutien pour deux. Et d'autre part, il est impératif de résister aux attaques vindicatives du PN émotionnel. Pourtant, il n'y a pas d'autre choix que de redoubler d'efforts pour veiller sur l'enfant, car il est au milieu d'une guerre sans merci. En effet, le comportement du pervers narcissique est incompatible avec l'établissement d'une relation saine de coparentalité. Le manipulateur est sournois, égoïste et peu fiable. Son refus de reconnaître ses erreurs crée de grandes tensions dans le cadre familial. L'ancienne victime du manipulateur est continuellement accusée, même en présence de ses enfants, d'avoir détruit la famille, d'avoir pris la fuite et d'avoir ruiné l'existence du PN. La quête de vengeance du narcissique semble sans fin. Il saisit chaque opportunité pour faire du mal ou manipuler l'enfant, qu'il emploie comme outil contre son ex-partenaire. Le PN n'a aucun scrupule à remettre en question le rôle de l'autre parent, et peut même jusqu'à l'accuser devant les autorités d'être inapte ou même dangereux pour le bien-être de l'enfant. Que ce soit dans son rôle de parent ou dans toutes ses interactions, le manipulateur pervers fait preuve d'une incapacité totale
à exprimer des émotions et à considérer celles des autres. Ce qui lui semble essentiel, c'est d'obtenir un avantage sur autrui et de maîtriser les circonstances. Il considère l'enfant comme un moyen de remporter le titre de meilleur parent, visant à infliger de la douleur à l'autre. Il ne reconnaît pas son fils ou sa fille comme une personne indépendante et ne ressent ni empathie, ni respect ni amour, qu'il confond avec un attachement pathologique. Par ailleurs, il ne possède pas de véritable conversation, résultant d'un manque de lien émotionnel. Cela implique qu'il ne pourra pas prêter attention à l'enfant, et qu'aucune relation saine ne pourra se concrétiser entre un parent toxique et son enfant. Il est l'opposé un parent structurant, nécessaire au bon développement de l'enfant. En vérité, il perçoit même sa descendance comme un bien qui lui appartient entièrement. La coparentalité avec un individu pervers narcissique s'apparente plus à une lutte entre adversaires qu'à une coopération productive. Effectivement, dialoguer avec un manipulateur émotionnel a peu de chances de déboucher sur un échange constructif. La collaboration n'est pas un terme qu'il connaît. Par conséquent, il est impossible de parvenir à un accord amiable, une entente convenable, une coopération dans l'intérêt des enfants. Ainsi, le devoir d'un parent sain consiste à minimiser les effets néfastes et à atténuer l'influence d'un parent pervers narcissique sur l'enfant. Pour cela, il devra préserver l'enfant de la toxicité parentale et ne pas rentrer dans le jeu du PN. L'enfant n'est ni un messager, ni un défouloir, et il ne joue pas non plus le rôle de confident ou d'enquêteur. Malgré tout, il convient de rappeler qu'un parent narcissique peut avoir recours à l'enfant comme un complice, et ainsi entraîner l'aliénation parentale. Les signaux d'alerte doivent être considérés avec sérieux et traités par un professionnel de la santé. Le pervers narcissique cherchera sans cesse à provoquer, à négocier, à contrarier, et à faire exploser de rage sa cible, visant ainsi à maintenir une lutte perpétuelle. La solution la plus efficace consiste à ne rien lui offrir en retour, ni émotion ni attention. Les querelles ne feraient qu'aggraver sa perversion et sa toxicité. Il est essentiel de minimiser les conflits pour préserver l'enfant. Lorsqu'il y a un désaccord, le juge aux affaires familiales reste une option pour résoudre la situation. Les individus narcissiques et pervers tirent leur force de la confusion, échangée par écrit uniquement, afin de limiter l'influence et de conserver des preuves des interactions. Documenter par écrit l'ensemble des faits essentiels. Consigner tous les manquements, les violences verbales et les comportements nuisibles du PN, ne pas hésiter à les porter à l'attention des autorités. Fixer un accord de garde complet décidé par la justice. Il faut veiller à bien enregistrer les horaires et jours de rencontre, ainsi que les arrangements pour les vacances ou les week-ends, chaque détail revêtant une grande importance. Les espaces flous constituent un terrain favorable pour les individus manipulateurs, car ils leur permettent de violer les normes établies. Le narcissique malveillant essaiera toujours de causer du tort et de retourner les événements à son propre bénéfice. Il est indispensable de faire appel à la loi pour organiser les relations entre les coparents. En cas de non-respect de la décision du juge par un parent PN, le parent sain devra solliciter l'intervention des gendarmes pour le constater. Il devra le refaire à chaque occasion et en tenir informé son avocat ou le juge. Il est important de prêter attention aux souhaits et aux besoins de l'enfant. Un environnement sécurisé et stable doit être au cœur de son développement. Il est important aussi de l'aider à renforcer son esprit critique et de lui enseigner des valeurs et des principes sains et authentiques, tout en lui apprenant à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Il sera primordial de porter une attention particulière à l'apprentissage de notions essentielles comme le libre arbitre, l'honnêteté et le respect de soi et des autres, car ce sont des aspects qui pourraient lui faire défaut dans une situation de conflit entre parents. Offrir à l'enfant l'opportunité de s'exprimer, de développer son identité et de bénéficier de son espace personnel est essentiel pour favoriser son développement harmonieux. Dès leur enfance, les enfants de PN sont utilisés à des fins d'instrumentalisation. Cela provoque inéluctablement une atteinte psychique susceptible de mener à un trouble narcissique, pouvant aller jusqu'à la perversité. Il n'est pas inhabituel que les enfants de PN adoptent des traits de manipulation perverse. Une fois que le parent équilibré s'extirpe de l'emprise psychologique, on constate que l'attention du pervers narcissique se porte sur les enfants du couple. Ces derniers ne représentent pas des individus, mais servent de moyens pour blesser l'autre parent. C'est alors qu'on aborde la notion d'aliénation parentale, plaçant l'enfant au centre des tensions conjugales et lui donnant un rôle actif, entraînant potentiellement de nombreuses conséquences ultérieures. Les conflits autour de la garde pendant une séparation d'avec un manipulateur ne sont pas liés à son souhait de voir ses enfants. Leur intention est de faire durer éternellement la souffrance de la victime
et une certaine emprise sur elles. Faire face au chantage sur les enfants, après une rupture. Le manipulateur, laissé pour compte, désire laver son honneur aux yeux du public, après l'affront fait à son narcissisme, tout en continuant à exercer son emprise. Il pourra pour cela utiliser les enfants comme moyen de pression. Le harcèlement qui survient après une séparation peut s'exprimer à travers les enfants. Il s'agit de provoquer une altération de la conscience de l'enfant, de le troubler profondément, pour qu'il prenne part aux diffamations dirigées contre le parent équilibré. La victime du harcèlement post-séparation d'un pervers narcissique ne trouve aucun répit. Il commence par agir sur le plan psychologique, puis peut continuer sur le plan institutionnel, lorsque le pervers cherche à se venger en engageant des procédures judiciaires et en utilisant les enfants comme instruments. En réponse au harcèlement, aux intimidations et à toutes sortes d'accusations, le fait de couper tout lien demeure la solution la plus efficace. Il est préférable de ne jamais réagir aux messages menaçants, provocateurs ou intimidants exprimés par le pervers, et de conserver seulement des traces pour les transmettre à la justice. Dans ce contexte, on peut établir une adresse e-mail spécifiquement pour le pervers, tout en le bloquant sur les autres moyens de communication et en désactivant les notifications, et en ne vérifiant les messages que de manière occasionnelle. Lorsque la présence d'enfants rend cette solution irréalisable, il convient d'afficher une froideur et une indifférence, tout en restreignant les échanges au minimum requis. Les pervers narcissiques cherchent constamment à nuire à l'image sociale de leur partenaire en le faisant paraître fou, dans le cas de la mère, ou violent dans le cas du père. La victime doit impérativement chercher un cercle de personnes capables de faire preuve d'objectivité, et qui ne se laissent pas influencer par le mensonge et la manipulation. Ce genre de soutien est généralement plus accessible dans le cercle des amis que dans la famille, qui est souvent également sous influence. Il est crucial pour la victime de résister à l'image monstrueuse, faite d'elle-même, par le pervers auprès de son entourage ou des tribunaux. Image que le PN cherche à faire accréditer non seulement à elle entourage, la justice, les professionnels de santé, mais surtout à la victime elle-même. Affindigerer un harcèlement post-séparation. La meilleure approche pour la victime consiste à être accompagnée sur deux aspects essentiels, le soutien psychologique et l'assistance juridique. Consulter un spécialiste des relations d'emprise et de manipulation psychologique est, dès le commencement, la réaction la plus appropriée. Pour les avocats, on constate qu'il existe de plus en plus de spécialistes de ce genre de cas, qui, hélas, sont en forte recrudescence actuellement. Il est possible de solliciter une enquête sociale. Toutefois, il n'est pas assuré que l'expert désigné soit conscient de ce type de comportement, et il pourrait tout à fait être manipulé par le PN. Conclusion. Il est urgent de s'éloigner du PN au plus vite. Une fois fait, il est important de ne plus jamais porter son regard en arrière. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte que la relation n'aurait jamais évolué, sauf pour se détériorer. Il est également nécessaire de reconnaître qu'il n'y a jamais eu de sincérité partagée. Dès le premier jour, tout était faussé. Le départ se prépare, il est essentiel de se protéger contre toutes les potentielles attaques, afin de réduire au maximum les agressions et les dommages. Ainsi, il est essentiel de sécuriser les comptes bancaires, d'informer les proches et les collègues, et de changer de numéro de téléphone. Restreindre les interactions est mieux, les refuser lorsque cela est possible favorisera une récupération plus rapide. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à rechercher de l'assistance extérieure. Avocats, psychologues, juges. Il est nécessaire de réapprendre à s'écouter, à avoir confiance en soi, à s'aimer et à renouer avec la vie sociale.